d'ouvrir la plus à sa nation. Et attention aussi. Quand ce joueur a le ballon, bonsoir à tous, c'est le foot nouvelle formule que nous présentons ce soir, puisque nous recevons qu'un seul club, celui de la Jaille, la Solidarité Scolaire, pensionnaire de la Régionale 1. Au rang des invités, eh bien, Philippe Coupette, c'est le président du club. Bonsoir Philippe. Bonsoir les auditeurs. Raphaël Murval, et oui, transfus de l'USBM. Bonsoir Raphaël. Bonsoir. Yaron Atlan, transfuse de l'AS Gosier, qui vient d'être sacré champion de la Guadeloupe. Bonsoir. Bonsoir. Jean Bichara Jabour, lui, qui revient à la maison, eh bien, après un long séjour en métropole. Bonsoir. Bonsoir. Et puis, je regarde le petit nouveau. Je vais parler tout simplement de Marvin Régulier. Il vient, c'est vrai qu'il a choisi l'option de la solidarité scolaire pour des raisons bien simples. Et bien, il va nous donner des explications relatives à cela. Et après avoir quitté le SLAC, par exemple, eh bien, il est parti avec une équipe du côté de Capestère de Marie-Galante, de Capestère Bélo. Eh bien, il va nous donner toutes des explications relatives à cela. Je le disais, bonsoir. Bonsoir. Évidemment, un autre joueur de la solidarité scolaire, eh bien, c'est Steve Masson, présent, mais c'était à une autre époque. Il est avec nous. Bonsoir Steve. Bonsoir Richard et bienvenue aux époque lointaine. Oui, j'espère. Bon, on a essayé nous de porter un petit peu au maximum, le plus haut possible, la SS. Donc j'espère qu'ils en feront autant. Donc évidemment, ça a été mon dernier club. Je suis revenu aussi à la SS. Donc c'est avec plaisir que je reçois des joueurs et des joueurs aussi qui ont joué avec mon fils. Donc ça me fait plaisir. Alors, un petit retour en arrière, c'était en quelle année déjà? Ça doit faire bien 4 ans, 2015, 2016, ouais, à peu près. La dernière saison, ouais, je pense. Ouais, je pense. Ouais, j'ai pas eu la chance de trop jouer contre Raphaël, mais c'est dommage pour lui. Mais bon, ça va. Il a fait quelques matchs amicaux quand même. Mais eh bien, ça promet. Il démarrait juste et voilà. Ce plateau promet énormément. Mais comme vous pouvez le constater, chers amis téléspectateurs, eh bien, ce club cher aux anciens présidents, je fais allusion à Michel Benjamin ou encore René Philogène, sans oublier Christian Ajax, eh bien, a décidé cette saison de marquer de son empreinte son nom dans l'histoire du football guadeloupéen. Et ça, dès la saison à venir. Pour atteindre cet objectif, évidemment, eh bien, Philippe Coupette, vous avez mis, j'ai envie de dire, les petits plats dans les gants. Oui, en fait, pour être à peu près précis, je pense que c'est un développement harmonieux d'année en année qui nous a voulu d'abord établir le plus grand nombre, établir la meilleure formation possible chez les jeunes. On est devenu la saison dernière le club avec le plus grand nombre de licenciés en Guadeloupe. Et on a été champion U15 et U17 et je profite de l'occasion pour féliciter les joueurs de ces sections et leurs éducateurs. Parfait. Alors, au rang des invités, au rang des joueurs justement qui sont sur le plateau, Raphaël Murval. Raphaël Murval, alors, 2 années consécutives, meilleur buteur du championnat, c'est vrai. Est-ce que ça a été pour vous un petit pincement au cœur de quitter justement ce club mythique pour vous, à savoir l'USBM? Pour moi, ça a été une décision très difficile, oui, parce que j'ai grandi là-bas, oui, j'ai pas mal d'amis là-bas, j'ai des entraîneurs que je considère comme mes seconds pères, oui, mais j'avais besoin de nouveaux challenges. Alors, nouveau challenge, c'est quoi? Quel est le but recherché quand tu parles de nouveau challenge? Rencontrer d'autres joueurs, apprendre beaucoup des autres entraîneurs et grandir un peu plus, parce que je suis encore jeune et c'est un besoin que j'ai. Grandir un peu plus, est-ce que tu penses, et là on est en train de rentrer véritablement dans le débat, hein, si on peut appeler ça un débat, tu étais justement avec cette équipe de l'USBM, ce sont des qualités ou des compétences que pour toi tu n'aurais pas pu trouver là, avec ce club? Après, je sais pas, j'ai jamais. C'est la première fois que je quitte mon club formateur, mais je vais voir.
C'est une expérience nouvelle pour moi. Tu as un parcours assez élogieux quand même, puisque tu es passé par Pérouse. En fait, tu es d'abord l'USBM, ensuite tu es parti en Italie. On se souvient encore, il y a de ça quelques années. Ton expérience en Italie, qu'est-ce que ça t'a amené? Mon expérience en Italie, ça m'a permis de grandir mentalement, d'avoir confiance en moi, parce que j'ai dû travailler quand même un an et demi seul dans un stade vide. Je ne savais pas me déplacer en Guadeloupe. J'avais énormément de lacunes tactiques. T'entraîner dans un stade vide, quasiment seul? Quasiment seul, pour travailler mentalement. Parce que le mental, je ne l'avais pas. Et là-bas, ils m'ont appris pas mal de choses qui me permettent de performer actuellement. Et c'est peut-être la raison pour laquelle ensuite tu te trouvais considéré du reste comme l'un des meilleurs attaquants de la Guadeloupe, si ce n'est pas le meilleur, et meilleur buteur aussi, par la même occasion. Oui. Voilà. Ils m'ont appris la rigueur, d'être tout le temps performant, d'avoir toujours faim. Et c'est ce que j'essaie de transmettre. Et c'est ce que je vais essayer de transmettre l'année prochaine à la solidarité scolaire. Steve, vous avez les yeux rivés justement sur Raphaël Muval, je reste persuadé que vous avez une question pour lui. Non, je n'ai pas de question, mais en fait c'est un peu surtout sur son parcours, qui est quand même, je pense qu'il avait peut-être d'autres propositions aussi pour pouvoir rentrer en métropole ou avoir d'autres opportunités. Qu'est-ce qui a fait réellement décider de votre choix de venir à la SS, justement, la solidarité scolaire? Quels ont été les arguments en fait que le président a apportés pour pouvoir définitivement signer à la SS? Parce qu'après avoir vécu autant de temps, passé autant de temps à l'USBM, un peu partir à la SS, qu'est-ce qui t'a... Alors, j'ai compris qu'il y avait un challenge, Richard. J'ai compris que pour lui, c'est un challenge aussi. Ouais. C'est la première fois qu'il va voir ailleurs. Donc, c'est une remise en question aussi parce qu'il va se retrouver avec d'autres joueurs. Moi, j'ai eu l'occasion de changer. C'est pas évident non plus, même si les gens vous accueillent très bien au départ. Mais il y a un autre système de jeu qui est en place déjà d'une équipe, même s'il y a quelque chose. Donc, pour lui, voilà, ça va être du nouveau, je pense. Mais quel est vraiment le choix? Pourquoi tu as fait ce choix? Alors qu'il était prévu justement d'aller en Martinique, si je crois bien aussi, à un moment donné, n'est-ce pas? C'était ça. Oui. Le choix de la solidarité scolaire, ça a été par Yaron Atlan qui est présent et Jean Bichara qui est aussi présent. L'amitié, c'est ça? L'amitié, oui, on va dire oui. Déjà, j'avais des pistes pour la France. On était à Paris ensemble et on s'est dit que avec le Covid-19, il y a eu pas mal de difficultés. Alors on a discuté ensemble, on s'est dit quoi faire, si on rentrait en Guadeloupe ou si on restait en France. Je me suis dit que je préférais jouer en Guadeloupe pour permettre au football guadeloupéen de progresser. Et Aaron, ici présent, qui a été champion l'année dernière, m'a dit que on rentre en Guadeloupe, mais on va pour un nouveau challenge. Oui. On ne savait pas encore quel club, mais on savait qu'on devait signer à 3 dans un club, quoi qu'il arrive. Et on a choisi la solidarité scolaire. Et voilà, M. Coupet nous a bien accueillis. Et pour le moment, il n'y a rien à dire. Eh bien, justement, juste à côté de 3, il y a donc Yaron Atlan. Alors, 3, tu as un parcours exemplaire, hein, j'ai envie de dire. Tu es passé d'abord par Boulogne-sur-Mer. C'était en 2012, au cours de la saison 2012-2013. C'est avec ce club, du reste, que tu as débuté en quelque sorte ta carrière. On peut dire ça comme ça? C'est là, on va dire, que j'ai plus appris mentalement. La première année, ça n'a pas été plus football que ça, c'est plus mentalement, où j'ai grandi là-bas. D'accord. Donc la première année, c'était un peu plus difficile. Le climat, quitter la Guadeloupe, le soleil avec le climat dans le nord où il fait tout le temps gris, de septembre à toute l'année. Donc c'était compliqué. J'ai fait arrêter même au bout de 3-4 mois. Au bout de 3-4 mois là-bas. J'ai tenu l'année. Et après, par rapport à ça, le club est descendu en national cette année-là. Un petit peu plus en retrait par rapport au micro. Et, non plus en retrait, voilà, comme ça, oui, c'est bon. Et du coup, après, j'ai fait un choix de partir dans le sud, parce que c'était plus avantageux même pour moi, pour le climat et tout ça. Et je suis parti après à Fréjus-Saint-Raphaël. D'accord. Et alors, arrivé à Fréjus, qu'est-ce qui s'est passé? Fréjus-Saint-Raphaël, donc je suis arrivé dans un club amateur, donc déjà moins de pression.
Et la poule, c'était 12 équipes, il y avait 10 équipes pro. Donc c'était l'envie de revenir dans une équipe pro, revenir dans un centre de formation. Donc après, j'ai eu des pistes, j'ai eu Saint-Etienne, j'ai eu Nice, j'ai eu Angers. Et après, par le fait que Frégé Saint-Raphaël et Nice est en partenariat, donc j'ai décidé moi de signer à l'EGC Nice. Justement. Et là avec Nice, comment ça s'est passé? Nice, j'ai fait 2 ans. La première année, donc j'étais en U19 et en CFA. Donc on s'entraînait souvent en pro aussi. Donc la première année, j'ai fait une très bonne année. Et la deuxième année, tout a changé dans le sens où le directeur sportif et le directeur du centre aussi, plus l'entraîneur de la CFA, a tout changé. Donc du jour au lendemain, tout était remis à zéro. Donc c'était plus compliqué avec la venue du nouveau entraîneur. D'accord. Alors tu t'es dit, bon ben voilà, puisque c'en est ainsi, moi je ne veux pas m'arrêter uniquement sur ce stade, je vais aller un petit peu plus loin. Et après tu es parti avec le Stade Bordelais. Stade Bordelais qui était en CFA 2, donc la première année, j'arrive en cours de saison. 2016-2018, tu es resté 2 ans. C'est ça. Donc la première année en CFA 2, on finit champion, on monte en CFA. Donc j'avais des opportunités encore à aller ailleurs, mais après à chaque fois de changer un an, j'ai décidé de rester. Donc on est monté aussi en CFA et j'ai fait une deuxième année là-bas où ça s'est bien passé. Et puis voilà, j'ai signé après à Mérignac-Carlac pour un nouveau challenge encore. Alors, arrivé dans ce dernier club, qu'est-ce que tu t'es dit? Bon, voilà, c'est un challenge pour moi et après je partirai ailleurs, c'est ça? C'était pas le but c'était de rester, mais de revenir encore en club pro, parce qu'il y avait quand même des propositions, mais c'était compliqué, les contrats c'était pas ça, l'étranger c'était compliqué de partir du jour au lendemain, donc j'envisageais encore de faire des années en France, mais c'est compliqué à chaque fois de rester loin de la famille. Donc, alors quand tu dis que c'est compliqué, tu fais allusion à quoi? Financièrement. Financièrement? Financièrement, oui. D'accord. En fait, ce que tu veux dire, pour être professionnel, vraiment, c'est un combat de titan. C'est un combat de titan, c'est que mentalement. Tu y arrives que mentalement. T'as beau être talentueux, ça passe pas. À bout d'un moment, c'est dans la tête et si t'as envie, c'est là où tout passe. Et tu avais toujours cette passion aussi pour le soleil, c'est peut-être la raison pour laquelle tu es venu avec l'AS Gosier. Donc voilà, après, je suis revenu et j'ai débuté à l'AS Gosier, moi. Donc, quoi qu'il arrive, c'était sûr que je revenais à l'AS Gosier. J'ai failli venir à l'USBM par rapport à Raphaël, qu'on se connaît très bien depuis des années, depuis qu'on est petit. Donc j'ai fait le choix, moi, de signer quand même à l'AS Gosier, où j'ai fait 5 ou 6 matchs avec l'AS Gosier l'année dernière. Je suis arrivé en cours de saison, pareil. Ça s'est bien passé, on a fini champion, on avait une bonne équipe, très bonne équipe. Et du coup, après, voilà, comme on a décidé avec Raphaël, on a dit cette année, on prend une équipe, on y va. Mais une équipe qui sort championne de la Guadeloupe, tout était bénéfique pour toi de rester avec ce club. Alors pourquoi tu as fait ce choix avec la solidarité scolaire? J'avais envie de changer. J'ai toujours joué à l'AS Gosier en Guadeloupe. J'ai joué quelques années à la Red Star de 3 ans, mais j'ai toujours joué à l'AS Gosier. Et il fallait que je change. De toute façon, après, c'est... Tu peux dire sur le plateau de Canal 10 que pour toi, tout s'est bien passé avec l'AS Gosier? Il n'y a pas eu de soucis? Non, tout s'est bien passé. D'accord. Tout s'est bien passé. Mais on continue ce tour de table, puisque juste à côté de toi, il y a Jean Bichara, qui c'est vrai, au départ était avec la solidarité scolaire et qui revient un petit peu à la maison. Tu nous retraces un petit peu ton parcours, ce que tu as fait depuis la SS, puisque je sais que je crois savoir que tu es parti après le Racing 92, hein, on est d'accord? Ouais, exactement. Après le pôle espoir ici, je suis parti en région parisienne, au Racing. J'ai fait 4 ans là-bas, en U17 nationaux, U19, jusqu'à... je suis monté avec l'équipe senior en National 3. Après, j'ai eu un challenge à Poitiers, un peu plus loin. Mais j'ai fait une saison là-bas et après, j'ai signé au Red Star la saison dernière, Red Star 93 de Paris. Ça s'est bien passé, ça s'est un peu plus mal terminé, réserve d'équipe professionnelle avec le temps de jeu et tout, c'était un peu plus compliqué. Donc voilà, c'est pour ça que après... je voulais un nouveau challenge dans tous les cas. De base, je pensais vraiment rester en métropole. Mais finalement, quand on s'est vu, on était ensemble, comme Raphaël l'a dit tout à l'heure.
on voulait un challenge, si possible, tous les 3. On a eu des contacts en France, comme des clubs de National 3 par exemple, mais on s'est dit que c'était peut-être mieux de revenir ici, c'est pas un échec ou quoi, au contraire. D'accord. Alors le pôle espoir, justement, puisque tu es passé par là, quelle est ta lecture, justement, de cette structure? Moi, le pôle espoir, c'est mes meilleurs souvenirs, franchement. J'ai fait mes 2 ans là-bas, c'était que du bonheur, hein. La Coupe nationale à la fin, 2 ans, ça m'a permis de beaucoup progresser, s'entraîner tous les jours. On avait un cadre de vie, on était comme en centre de formation, donc c'est des bons souvenirs, quoi. Et tu gardes aussi un très bon souvenir avec tous ceux qui t'ont encadré, notamment. Oui, tu peux citer les noms? Oui, alors Mario Seymour, avec qui j'ai des très bonnes relations, Pierre Feltro aussi, et Franck Louis également, même si ça fait un moment que je ne l'ai pas vu, je vois plus Pierre et Mario, mais j'ai de très bons rapports avec eux tous. Donc tu confirmes de par tes analyses et tes constats aussi en même temps, que le Pôle Espoir, c'est une structure en fait qui est très bénéfique aux jeunes. Ouais, franchement, moi je trouve que c'est quelque chose quand même d'exceptionnel, parce que si on veut percer dans le foot, ça nous apprend déjà comment vivre et comment, pour progresser, pour quand on arrive en centre de formation, être déjà dans de bonnes conditions. Donc c'est important dès le plus jeune âge de savoir comment se comporter, que ce soit au niveau scolaire ou dans le football aussi, parce que c'est pas tout le monde qui arrive à percer au final. Alors, c'est une transition aussi, surtout. Hein. Ça leur permet déjà de s'habituer, parce que la plupart sont internes, de couper aussi le pont avec les parents, de s'habituer un peu à toute la semaine. La vie de groupe et tout. Ouais, le rythme, l'intensité de travail aussi. Et puis à côté, il y a un double projet, donc il y a l'école. Donc c'est vrai que ceux qui commencent déjà à faire en interne, ça leur permet d'avoir une transition que quand vous partez en métropole. Alors en métropole, il y a l'autre problème, c'est que là, le week-end, il n'y a pas les parents, donc c'est encore plus compliqué. Je veux dire, c'est un palier déjà qui permet à certains de se déshabituer un petit peu des parents. Alors, une fois arrivé là-bas, tu es vite mis, tu es mis dans le bain tout de suite. Ouais, c'est ça. Comme Steve l'a dit, il n'y a pas les parents, tu te retrouves. Alors, quand on parle des parents, est-ce qu'ils t'ont beaucoup manqué là-bas? Ouais, franchement, ils m'ont manqué. Après, moi, j'ai eu la chance quand même d'avoir des parents qui sont quand même venus pas mal me voir. Ils ont quand même été présents pendant l'année, donc ça m'a aidé aussi. Mais c'est sûr que quand ils sont pas là, des fois, même s'il y a les amis, il y a tout, mais parfois, la famille, c'est important. Et dans tous les clubs où tu es passé, est-ce que tu étais... je n'aime pas trop employer ce qualificatif, mais je vais le dire quand même. Est-ce que tu t'es pris un petit peu en charge? C'est-à-dire, est-ce que tu avais une rémunération, un défraiement? Comment ça s'est passé pour toi? Alors, moi, j'ai pas... Enfin, quand je suis arrivé, je jouais en jeune, en 17 et tout. On n'était pas... Enfin, moi, le Racing, c'est pas un club professionnel, c'est un club amateur, mais on était dans U17 nationaux, on était dans la poule de tous les clubs pro, Lorient, Rennes... etc. Mais il n'y avait pas de rémunération. D'accord. Enfin, prime de match uniquement. Et après, à partir de la Nationale 3, ça commençait à être... quand je suis monté avec les seniors, c'était rémunéré. Et pareil à Poitiers et au Red Star aussi. D'accord. Marvin Régulier, toi tu es passé par le SLAC. Oui. D'accord. Et le SLAC de Marie-Galante. Tu as fait combien de saisons avec ce club? Avec le SLAC, j'ai fait 3 saisons. Après, je suis parti pour des raisons plus le week-end. Un week-end sur 2, j'étais à Marie-Galante. Oui. Au bout d'un moment, au bout de 3 ans, c'était, comment dire, c'était forçant, on va dire. Après, je suis retourné aussi parce que je préparais mon BTS. D'accord. Donc, j'ai signé... je suis allé dans le club de ma ville, à l'US Goyave, juste pour mon BTS, comme c'est plus près et tout.
Et après, je suis parti, je suis retourné dans, pour moi, mon club de cœur, le CAM. Alors, quand tu parles du BTS, ça y est, tu l'as eu? Non, je ne l'ai pas eu, mais voilà. Oui, mais enfin, tu gardes quand même de l'espoir, tu as la possibilité de le repasser. Oui. Tu restes toujours en contact avec les études? Oui. Parfait. Et là maintenant, donc, tu es venu avec la solidarité, je suppose, avec le même objectif que tes 3 autres copains, à savoir porter un plus au club, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est ça. Et un nouveau challenge pour moi. Ouais. Donc, un nouveau challenge pour vous 4. Voilà. D'accord. Jérôme Joly, tu es en direct avec nous. Jérôme Joly, alors c'est bien entendu notre confrère de Total Sport. Jérôme, tu es présent. Bonsoir Jérôme. Bonsoir Richard et bonsoir à vous. Bon, alors, Bonsoir, je crois savoir que ce sont des joueurs que tu connais très bien, puisque tu es dans le milieu du foot, tu es joueur, par la même occasion de Bananier. Et les 4 joueurs que nous venons de présenter, tu les connais très bien. Quel est ton sentiment? Le fait que ces 4 joueurs, finalement, ont choisi l'option de la solidarité scolaire. Quelle est ton analyse? Comme tout le monde peut le voir, donc c'est le même carton qui annonce la couleur. Oui. Donc je crois sur les 5 dernières années que je suis en Guadeloupe, pour moi c'est le mercato le plus mouvementé que l'on ait eu. On va connaître. Donc et déjà depuis mercredi dernier, avec la signature de Mionval, Yaron et Bichara, donc tout le monde pensait qu'il allait y avoir beaucoup de mouvements dans ce mercato. Effectivement, on ne s'est pas trompé puisque il y aura beaucoup de mouvements, effectivement. Donc, Raphaël Neval a fait le choix de la solidarité scolaire. Donc, et comme j'étais en train de l'analyser la semaine dernière, donc, Raphaël Neval est un joueur très stratégique dans tout ce qu'il fait. Donc, il sait pourquoi il tient à la solidarité scolaire. Donc, comme il avait dit, c'est un nouveau défi pour lui, était positif. Donc, on verra pour la suite de la saison. Mais je crois que la solidarité scolaire est en train de réaliser un gros mercato. Et même s'il y aura d'autres arrivées à ce club, mais pour l'instant, ils sont en train de réaliser un très gros mercato. Alors, d'autres clubs, on le sait, ont pratiqué, ont procédé de la sorte, comme par exemple le Phare de Petit Canal, entre autres, mais n'a jamais eu, disons, un projet aussi élaboré. Enfin, ce projet qui sera développé d'ici quelques instants avec le président, mais je crois savoir qu'il est très élaboré, ce projet. Oui, effectivement, donc comme nous le connaissons tous, donc le Phare de Petit Canal, c'est un club généralement très ambitieux sur les mercato. Donc, même s'ils ont été sur le coup de ces 3-là, savoir Yaron, Noval et Bichara, donc ils ont été dépensés par la solidarité scolaire. Donc, c'est juste pour vous dire que la solidarité scolaire est en train de monter une grosse équipe, parce que quand même Raphaël Noval, c'est le double meilleur buteur de notre championnat. Donc, quand un club fait signer un joueur de ce calibre, donc c'est quand même une annonce forte pour la suite de ce mercato. Donc on espère que la mayonnaise sera vite prise pour voir un très bon championnat avec des clubs très ambitieux. Jérôme, tu restes toujours avec nous, puisque il y aura d'autres questions. Alors, je me tourne vers vous, Président. Alors, l'objectif affiché, c'est quoi pour cette équipe, pour ce club de la solidarité scolaire? C'est simple. D'abord, on va essayer de ne pas descendre. On va d'abord chercher à maintenir le club et en fait se donner les moyens d'aller le plus haut possible. Donc, en réalité, le club, je pense que son premier critère, en tout cas ce que je leur demande à mes joueurs depuis toujours, c'est que je pense qu'il ne peut pas y avoir de football, parce que le football est un spectacle vivant, s'il n'y a pas de spectateurs. Et aujourd'hui, inlassablement, depuis que je suis à la présidence du club, je répète à mes éducateurs, à tout mon staff technique et à mes joueurs que ce qui est le plus important, c'est d'offrir un beau spectacle. C'est d'abord de jouer bien au ballon. Et en réalité, en règle générale, quand on joue bien, les victoires, le succès, ça arrive avec. Donc, je pense aussi que la solidarité scolaire s'est adressée à des joueurs qui sont des amateurs du beau football,
Les partenaires qu'on a pu avoir cette saison, comme Madras, etc., ont aussi partagé avec nous cette vision du beau jeu. Et ce qu'on va leur demander d'abord, c'est qu'ensemble nous œuvrions au maximum pour amener le maximum de gens dans les stades et plus si affinité. Oui, alors, quand on fait venir des joueurs de renom, des joueurs aussi talentueux, on ne joue pas simplement le maintien. Est-ce qu'on joue carrément sur le titre? Si, évidemment. Avec ces joueurs-là, on ne peut pas jouer le maintien. Ne me parlez pas. Je vous ai écouté tout à l'heure. Ne me dites pas que vous êtes là simplement pour. Non, mais chaque année, on commence déjà par se dire, parce qu'aujourd'hui, vous le savez, le championnat va changer, le format va changer. Oui. On va arriver avec 2 poules. Bon, donc aujourd'hui, à mon avis, il y aura quand même, comme disait un collègue président hier soir à une réunion de la Ligue, il disait cette année, ce sera sanglant. Et je le crois vraiment, parce qu'en réalité, ça va vite se décanter entre vers le haut et vers le bas, et le ventre mou ne va pas exister, à mon sens. Donc en réalité, oui, la première chose que l'on doit à nos spectateurs, c'est déjà ça. Mais surtout, ce qu'on veut leur apporter, c'est une qualité de jeu. Je pense que c'est là l'enracinement de la solidarité scolaire. On hérite ça de du premier coach que j'ai eu, qui était Jean-Claude Fermelli, oui. Et bien relayé par Pierre Feltro, etc. Et tous les éducateurs qui arrivent, ils savent qu'à la SS, il faut que le ballon soit par terre, il faut qu'on joue au maximum. Il faut que le public soit content. Et Jacques Delos, puisque c'est lui le coach, eh bien, normalement, il a comment dirais-je, il a son cahier des charges. Oui, il a les qualités pour le faire, c'est surtout ses qualités humaines de rassembleur et de capacité d'intégrateur entre des joueurs aguerris, des joueurs moins aguerris. Et pour nous, tout le monde est logé à la même enseigne. Ce qu'il faut, c'est que le groupe vive bien, qu'ils s'aiment, qu'ils se respectent entre eux, et surtout qu'ils soient capables de fournir à la solidarité scolaire une image d'un club désireux de faire plaisir au public. Le foot, c'est un spectacle vivant. La Ligue a introduit la notion de joueur fédéral. C'est donc que maintenant les clubs aussi ont l'obligation d'avoir des structurations qui vont les amener aussi à ressembler à des clubs fédéraux. Et je crois que toutes les composantes, on les a travaillées dans les bases. Et maintenant, il faut que le point sorte. Alors, 3 joueurs fédéraux, justement, dans l'équipe, ça va être le sujet que nous allons aborder juste après, justement, cette page de publicité. À tout de suite. Retour en plateau avec les invités. Eh bien, nous parlons évidemment avec la solidarité scolaire. Et Philippe Coupette, je rappelle que vous êtes le président de cette équipe de la solidarité scolaire. Alors, justement, nous allons aborder un sujet très important, puisque parmi les joueurs qui sont là, il y en a 3 qui ont le statut fédéral, qui sont avec un contrat fédéral. Alors, d'abord, est-ce que le nombre vous satisfait ou est-ce que vous aimeriez avoir plus Disons que j'aimerais bien avoir 24, ce serait plus logique. Mais en réalité, aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est que, à mon avis, il faut à la fois que ça se mérite, il faut aussi que le joueur soit dans la disposition du gagnant-gagnant. Oui. Et il faut surtout que les clubs se structurent pour être capables de leur servir d'écrin pour véritablement briller au niveau où il le faut. Je dois reconnaître que le conseil régional cette saison et aussi les membres de la Ligue ont fait un gros travail pour pouvoir arriver déjà à cette première étape. Donc ensuite, c'est au club et au relais des structures de faire en sorte à ce que cela perdure. Je rappelle que l'accord était sur 2 saisons au départ au niveau du conseil régional. C'est une étape. Alors comme toutes les bonnes choses, comme toutes les choses, il y a du plus et il y a du moins. Oui. Ce qui est important, c'est que je pense qu'il faut faire mûrir à la fois dans les clubs leur capacité à insérer et à permettre, parce que ces 3 joueurs fédéraux vont certainement signer, eux, leur premier contrat de travail avec un club comme la solidarité scolaire. Et c'est dans cette perspective-là qu'on s'inscrit. On ne s'inscrit pas du court terme, on ne veut pas avoir M. Mirval, M. Atlan, M. Bichara, pour avoir pour être simplement champion. Oui. Oui. La région, si je crois bien, avait annoncé qu'elle prenait seulement 2 joueurs fédéraux. Est-ce que c'est toujours le cas? Oui, entre 0 et 2, il y a 100%. Donc en réalité, c'est mieux que rien. À la base, je trouve que c'est déjà très ambitieux de la part de la région,
que la Ligue a su très certainement. Alors, bien entendu, les esprits chagrins vont toujours trouver qu'on aurait pu faire ci plutôt que de faire ça. Mais en réalité, je crois vraiment, pour avoir déjà pratiqué un peu la saison dernière, je crois vraiment que ça a interpellé les joueurs dans leur tête, dans leur capacité à être mis en avant et à eux de mettre en avant la structure. Parce que c'est un échange, je le rappelle, qui a l'obligation d'être gagnant-gagnant. Le joueur doit grandir, doit mûrir, doit s'insérer. Le club doit grandir, doit mûrir et doit aussi s'insérer. Donc pour moi, c'est un magnifique challenge. Je suis très attentif à écouter ces joueurs parler, à regarder comment ils fonctionnent, pour qu'en fait, on soit le plus adapté possible à la situation et qu'on ait les ambitions les plus élevées possibles. Oui, alors, 2 jours fédéraux pris en charge par la région, et le 3e? Eh bien, le club, c'est aussi ça l'obligation aujourd'hui. Le post-Covid va apporter encore davantage cette conception-là. Les structures doivent maintenant être capables de créer de la valeur ajoutée. Et donc, en réalité, de la valeur ajoutée par l'éducation qu'ils peuvent continuer à apporter au club, par l'image, par le merchandising. Mais les clubs ont l'obligation, parce qu'on le sait bien, les régions, les collectivités, etc., auront de moins en moins de moyens face à des associations de plus en plus nombreuses. Donc, ça veut dire que les parts de gâteau seront forcément plus petites. Et donc, par conséquent, les clubs, et la solidarité scolaire a cette chance et s'inscrit dans cette trajectoire depuis déjà 2-3 ans, nous devons être capables de générer, et j'en parle avec mes joueurs tous les jours, même les nouveaux, en leur disant, bon messieurs, notre job, c'est ramener du public, créer de la valeur ajoutée, et être capable d'asseoir un développement en essayant de demander le maximum, tout en sachant qu'on en aura le minimum. On peut dire simplement aussi, avant de vous donner la parole, Steve, on peut dire simplement qu'au niveau de la solidarité scolaire, vous avez des reins assez solides quand même. Non, disons que le club, et je dois là remercier les anciens de la solidarité scolaire dont vous avez parlé tout à l'heure, ce sont des gens qui ont eu la bonne idée à l'époque, et je crois que c'est le point fondamental du développement de la solidarité scolaire, de devenir propriétaire de leurs installations. Le club a acheté, grâce à ses adhérents de l'époque, grâce à ses présidents, grâce à des gens qui ont vu clair en tout cas, des structures qui lui appartiennent. Ça a l'inconvénient, on est fiscalisé, on doit payer des impôts, on a des charges qui vont avec, mais en réalité, le club est, je voudrais dire, chez lui. Et quand il est chez lui, quand on est chez soi, on a certainement la capacité d'aller plus loin. Et c'est là le socle. C'est bien entendu qu'on est un club formateur, etc., mais en réalité, il y a 50 ans, 60 ans de ça, des gens ont décidé qu'ils allaient doter le club de structures qui leur appartiennent. Quand on voit les difficultés dans les municipalités aujourd'hui, les partages de terrain, etc., on se dit que c'est eux, en fait. Moi, je m'incline bien bas devant ces gens. C'est eux qui ont eu la vraie vision. Et aujourd'hui, je ne suis qu'un artisan de la propagation de cette vision, mais la vision, elle vient d'eux. Steve. Ouais, c'est surtout, comme il a dit, ils ont un gros atout qui est d'être propriétaire du terrain et de aussi développer, de se servir. Parce que je pense que derrière, il y a des emplois qui vont être créés aussi, avec la dynamique de 2 terrains de football qui vont de futsal à l'extérieur, en fait, qui ont été faits. Donc, en fait, ils se servent de cet outil. Il y a la salle des fêtes aussi qui sert aussi pour d'autres activités. Des formations, aussi pour le sport. Donc, c'est vraiment un outil qui leur... Et je pense que pour les joueurs aussi, c'est très attirant de venir dans un club où on sent qu'il y a un complexe, où on a un repère, il y a un local, il y a des choses qui sont... c'est un bel outil de travail et je pense que c'est une démarche à suivre. Après, ils ont un bel espace aussi. Il y a quand même du volume, donc il y a des choses encore à faire. Et ils sont dans cette voie, du côté de la SS, de développer pour justement donner une dynamique au sein du club et pouvoir. Alors moi, j'aimerais maintenant savoir quel est, par exemple, vous, en tant que président, l'objectif dans les 3 ans à venir du club. Oui. Vous voulez les amener, en quelque sorte. Alors d'abord, c'est eux qui vont m'amener, parce que moi, je m'assieds dans la tribune quand les matchs commencent. En réalité, aujourd'hui, je l'ai dit, il faut qu'on soit une équipe joueuse, il faut véritablement qu'il y ait de la joie, pour nous, partager avec le public. Et au foot, on le sait tous, c'est jamais une science exacte. Et en réalité, si on parle de parti pris, ce sera forcément celui de bien vivre entre nous, d'être respectueux, d'être heureux, de se voir, mais surtout de partager avec le public la qualité du jeu et le positionnement du club vers cette notion. Ce sont des acteurs.
ce sont en fait des artistes. Et en réalité, ce sont des artistes pour un spectacle vivant. Donc en réalité, le minimum de carton, le minimum de contestation des arbitres, et du ballon, du ballon, du ballon et du ballon. Redonner plaisir aux gens, quoi. Oui, et puis il y en a beaucoup parmi eux qui voulaient ressembler un petit peu à Thomas Lemar, par exemple. Ben oui. Alors si je dois dire quelque chose... Ça crée une dynamique quand même, hein, dans un club. Évidemment, Thomas Lemar, on va considérer que c'est le guide du développement. Et puis, pardonnez-moi, président, mais ça amène un petit peu d'argent dans la caisse quand même, non? Évidemment, le développement de Thomas Lemar et surtout le fait qu'il soit parti à l'étranger a permis d'avoir des budgets supplémentaires à la solidarité scolaire. C'est un grand atout, mais c'est aussi une grande limite si jamais l'équipe qui est en place ne sait pas quoi bien faire. Et en réalité, nous avons décidé d'investir dans 2 fives classés FIFA 2 et classés Fédération Française de Football complètement aux normes, au niveau lumière, au niveau terrain, au niveau gazon, etc. Et ce qu'on veut véritablement, c'est que les nouveaux arrivants, les successeurs de Thomas Lemar, parce que nous espérons qu'ils soient nombreux, il faut savoir que la SS a encore signé deux professionnels cette saison. La dernière saison, c'était avec M. Masson. Cette année, on a Pousseli qui a signé au Havre. Donc en réalité, on n'a jamais arrêté de proposer au marché national des joueurs qualifiés et surtout mentalement équilibrés. Alors avec des fortunes diverses. Mais en réalité, notre travail à ce niveau-là, je voulais dire, il y a eu Thomas Lemar, il y a Marcus Coco, il y a eu tel, bon, il y en a, on en a pratiquement un tous les ans. Mais en réalité, ça ne peut servir que si ça permet d'ancrer le club dans sa dynamique sociale et dans sa dynamique sociétale. Alors, la solidarité scolaire, c'est quand même 5 fois le titre de champion de la Guadeloupe. Et puis, en ce qui concerne la Coupe de la Guadeloupe, c'est 5 fois aussi. Alors, 5 fois champion de la Guadeloupe, c'était en 88, 90, 91, 92 et 93, on est d'accord? Oui, c'est ça. Et puis en ce qui concerne la Coupe de la Guadeloupe, en 1963, 73, 86, 92 et 93. Alors messieurs, ces moments importants qui marquent l'histoire de cette équipe de la solidarité scolaire, ça ne vous laisse pas insensible. Là, je m'adresse à toi, Raphaël. Quand tu regardes un petit peu ce parcours de ce club mythique, tu te dis, mais quand même, 93, ça remonte à très 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 longtemps. Pourquoi pas cette année un titre avec cette équipe de la solidarité scolaire? Je vais dire oui. Mais moi, je suis venu d'abord pour jouer le maintien. Parce qu'on entend tout le monde dire on monte une équipe, on a une grosse équipe, on va être champion. Ça se prépare pour moi. Ben oui. Ça se fait pas du jour au lendemain. Oui, mais dans ta tête, c'est simplement le maintien. Dans ma tête, c'est tout donner. Oui, voilà. Tout donner. Mais pour tout amener les gens, pour voilà. Après, il est obligé de se conditionner aussi au démarrage de ce qui va se passer aussi dans les 3-4 premiers matchs pour voir comment le groupe réagit aussi. Et là, on peut parler d'ambition. Après, objectivement, comme tout joueur qui démarre un championnat, veut gagner un titre, veut gagner un championnat, veut gagner la coupe ou la... Bon, après, c'est vrai que ça se détermine surtout pour voir comment réagir. Alors, les matchs de préparation, ça permet un petit peu de voir, mais vraiment la compétition permet de voir où en est réellement le groupe. Donc c'est là qu'on verra et on va suivre attentivement, quoi. Cette belle évolution de la solidarité scolaire, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des bons petits jeunes comme Saint-Maximin aussi, de la génération à Bichara, non plus. Après, il y a quand même des éléments, l'Antidor, il y a quand même beaucoup de joueurs individuellement. Il y a beaucoup de qualité. Maintenant, il va falloir trouver une homogénéité pour tout ça et trouver un équilibre. Et la venue des joueurs expérimentés, un attaquant, un milieu de terrain, un gardien, c'est bien. Pour moi, c'est un bon choix. Donc, on va voir aussi si les résultats seront là. D'accord. Alors, Jean Bichara, quand tu es parti là-bas, évidemment, tu alliais études et sport aussi en même temps. Ouais, j'ai continué les études, j'ai eu mon bac et après j'ai fait une école de commerce et je l'ai terminé cette année. D'accord, que tu as eu, tu as terminé. Et pour toi, Atlan? Moi j'ai arrêté, moi direct. J'ai fait centre de formation, donc j'ai fait toutes les études jusqu'à la terminale, mais après j'ai arrêté. Oui, tu as arrêté. Alors, Marvin, toi, tu disais que tu préparais effectivement ton diplôme de... Moi, l'année dernière, je préparais un diplôme d'infirmier. Et cette année, j'ai arrêté. Avec le Covid, ça m'a bloqué, là, j'ai arrêté. D'accord. Alors,
si vous devriez donner un conseil, messieurs, si vous devriez donner un conseil aux jeunes qui c'est vrai, qui sont toujours étudiants et qui pratiquent également le sport, qu'est-ce que vous leur diriez? Je commence avec toi, Marvin. Oui, parce que ce sont deux choses qui vont ensemble, hein, normalement, hein, le sport avec les études. Hein. Normalement, ça dépend de chacun. Moi, personnellement, je suis très focalisé sur le foot, donc les deux, j'arrive pas forcément à faire les deux. Ouais. Moi... C'est pas facile pour toi de faire les deux? Non. Et c'est peut-être la raison pour laquelle tu as échoué dans ton examen, peut-être, non? Peut-être. Après, il n'est tout jamais trop tard pour rebondir, bien sûr. Donc après, il y a aussi ta situation. Peut-être qu'il n'en éprouve pas le besoin pour l'instant, et peut-être qu'il y aura une prise de conscience par rapport à la situation. Mais je veux dire, il n'y a pas réellement. Après, l'idéal, c'est de continuer les deux, bien sûr, pour trouver. Tu as quel âge déjà? 24 ans. 24 ans. Bon. Même âge que. Donc, peut-être un petit peu tard, hein, Steve aussi. Vraiment, il voulait peut-être entamer une carrière professionnelle, par exemple. Oui, bien sûr. Mais bon, après, c'est lui qui a son choix, c'est lui qui va trouver son équilibre. Hein. Donc, à un moment, il faudra bien travailler ou quelque chose. Donc, à moins qu'il puisse servir du football. Mais bon, c'est difficile d'analyser. Après, je ne peux pas être auprès de lui, savoir exactement ce qui se passe au fond du problème. Tu joues à quel poste? Défenseur central. Défenseur central. Beaucoup de qualité. Eh bien, on verra ça. Voilà. On en sera tout cas, très attentif. Il les a. Oui, Voilà. ça je crois. Il a le regard. Alors, Philippe Coupette, c'est vrai, entouré de ces joueurs. Donc, la SS qui prend une nouvelle dimension. On est bien d'accord? Oui, mais on n'a pas arrêté de chercher une nouvelle dimension depuis déjà 4 ans. Donc, en réalité, on arrive à la fin d'un cycle, début d'un nouveau cycle, hein, puisque bon, c'est la 4e année cette saison qui démarre. Et je suis très content. Je suis très content, pas pour les aspects foot, mais pour les aspects hommes. À part Marvin, il y a aussi 4 autres joueurs qui sont arrivés avec lui, à peu près du même sérail. Avoir en même temps ce sérail de joueurs, je pense que le conglomérat ou la mise en œuvre de toutes ces énergies positives dans un bon sens, bien, on doit le voir par le public, on doit le voir par la satisfaction que va avoir, même s'ils sont supporters contre nous, ça nous fera plaisir qu'ils viennent voir qu'on sait jouer au ballon. Et c'est vraiment le focus du club, parce que c'est un spectacle, et bon voilà, j'arrêterai pas de le dire, un spectacle vivant. On fera tout au niveau administration, au niveau organisation, pour faire en sorte aussi apporter notre contribution à ce spectacle vivant. Mais ils ont une obligation, c'est de jouer au ballon, quoi. Oui. Non, je voulais juste intervenir. Donc, je veux dire, normalement, Raphaël ne sera pas très loin, parce qu'en général, vous recevez à Bémao. Donc, il sera sur cette aire, donc en général, je pense, où il y a eu un changement, où vous allez recevoir un autre endroit en général. Vous savez pas trop? Non, pour le moment, on continuera à recevoir à Bémao. Puisque bon, on est d'un point de vue géographique basé à Bémao. Quoi qu'en plus, le problème cette année, c'est qu'il y a une poule de 9, il n'y a pas de match aller-retour au départ. C'est clair. Ouais, voilà, donc ça va être des terrains qui vont être déterminés, je pense. C'est clair. Mais bon, aujourd'hui, c'est le point limite, je voudrais dire, de ce statut fédéral qui nous fait rentrer dans une ère un peu différente et de choix de terrain qui doivent aussi avoir la qualification fédérale. Mais bon, quelle que soit la distance à parcourir, le plus dur, c'est le premier pas. Donc, en réalité, on est très ambitieux, véritablement, de s'inscrire dans cette dynamique de la prise de risque, on va dire aussi. Et je crois que bon, les clubs vont finalement, petit à petit, influencer leur municipalité pour qu'on ait des stades. Parce que c'est évident que ça fait partie du programme. Ça fait partie du projet. Et bon, voilà, il faut peut-être attendre un peu, il faut pouvoir accepter. Et notre grand rêve, c'est quand même de ramener le football à Pointe-à-Pitre. Alors, nous avons Jérôme qui est toujours avec nous. Jérôme, tu es toujours avec nous? Jérôme? Oui. Oui, parfait, Jérôme. Alors, quand tu entends le président Coupette, qui dit, de même que les joueurs, qui disent, ils préconisent d'abord le maintien. Est-ce que tu partages cet avis avec des joueurs comme ça? Moi, je pense que la solidarité scolaire avait déjà une équipe pour jouer le maintien. Oui, tu baisses un petit peu le retour. Le retour, si tu es peut-être devant ton téléviseur, baisse un petit peu le retour. Ça fait de leur scène. Oui, c'est parfait. Donc, je disais que la solidarité scolaire avait une équipe
l'équipe depuis la saison dernière pour jouer parmi les 4 premiers, parce que depuis, après le match qu'ils ont gagné contre l'USBM à Petit-Bourg, donc je l'avais dit clairement, la solidarité scolaire avait une équipe pour jouer parmi les 4-5 premiers. Donc aujourd'hui, ils ont recruté des joueurs, c'est pour jouer les premiers rôles, pas pour jouer le métier comme ils sont en train de les dire. Donc à mon avis, la solidarité scolaire, plus ce qu'ils ont proposé la saison dernière, ajouté à ces joueurs-là, je crois qu'ils ont une équipe pour jouer les premiers rôles. Ah, ben voilà. Oui, tout à fait. Bon. Après, comme on a dit, hein, c'est des paroles, pour l'instant, ça se jouera sur le terrain, mais en réalité, par rapport à l'effectif, réellement, ils ont de quoi jouer déjà les 4 premières places, ça c'est sûr. Maintenant, ils ont leur chance. Après, les autres équipes vont les attendre aussi, donc il va falloir se préparer à ça. Et comme il a dit, ça sera une entame de championnat difficile avec ces 2 poules de 9 et une poule haute et une poule basse, qui va être difficile à gérer parce que tout le monde va se battre dans les 9 premiers matchs, et on va voir si aussi au niveau de la préparation physique, qui va jouer beaucoup, si suivant comment elle va être faite par rapport aux équipes, ça fera la différence, surtout parce qu'il faudra être là depuis le début et après sur la deuxième partie aussi. Donc ça va être très intéressant de savoir un petit peu la préparation physique qui va être mise en place dans chaque club. Merci Jérôme d'avoir été en direct dans cette émission. Merci encore. Merci Richard. Merci. Alors, justement, Philippe Copette, j'ai presque entamé une conversation avec vous concernant donc Thomas Lemar, qui, je crois, c'est un élément très important pour vous au niveau de la solidarité scolaire. Oui, alors, je n'étais pas président à l'époque où Thomas était déjà joueur de la SS, mais ce qu'on retient, M. Ajax, de lui, qui était le président de l'époque, c'est que Thomas était un très gros travailleur. Thomas a toujours été, il a bénéficié bien entendu de la dynamique de son père, Edwige, que l'on salue, parce que lui aussi a beaucoup travaillé à la SS, a constitué des équipes, et l'époque récente où il a été là a permis au club de sortir beaucoup de joueurs. Enfin, je crois que sa patte est encore présente dans le système. Mais en réalité, Thomas, ce qu'on doit retenir de lui, c'est que c'est un garçon qui est un bosseur. Et pour nous, c'est important aussi d'avoir choisi ces joueurs, Marvin, tous ces joueurs, c'est parce que tous ont eu le discours qui permet de dire je suis là pour progresser, donc je suis là pour bosser. La disparition des joueurs aux entraînements à des périodes données, etc., c'est aussi un des freins importants ou structurels du football local. Oui. Alors la question qui fâche parfois, c'est l'aspect financier, sachant qu'il est passé dans pas mal de clubs, notamment Monaco, et actuellement avec l'Atlético de Madrid. Financièrement, qu'est-ce que ça vous apporte? Alors, c'est important de corriger peut-être une idée prédonnée et qui fait partie des plans qui pourront certainement permettre demain matin au football guadeloupéen, au football domien, de mieux se défendre. On est considéré comme des territoires d'exportation pour tout, sauf pour le football. Ça veut dire qu'aujourd'hui, même un garçon comme Thomas Lemar, s'il ne part pas à l'étranger, en réalité, il rapporte à son club, comme Nangis a rapporté à l'époque, comme tous ces joueurs qui sont partis en centre de formation, une somme qui est relativement faible parce qu'elle est en dessous de 10 000 euros. Donc en réalité, ça ne devient important que si le joueur arrive à sortir de la Fédération française de football, où là, le mécanisme de calcul de l'indemnité devient différent. Lorsqu'on est international, par exemple. Même quand on est international, si le joueur ne signe pas dans une fédération à l'étranger, c'est pour le club qui l'a formé, souvent à perte. Si vous prenez un joueur que vous avez gardé pendant 8 saisons ou 7 saisons en formation et qu'il parte pour une somme inférieure à 10 000 euros, évidemment que si vous faites le calcul, ça commence par un moins. Mais en réalité, un garçon comme Thomas est aussi pour nous un guide mental, un guide opérationnel. Et on trouve même que jusqu'à maintenant, on devrait faire encore davantage, pas seulement pour Thomas, mais pour Coco, pour tous ces joueurs qui sont sortis. Et dans notre structure, on veut pouvoir les accompagner, ne serait-ce qu'humainement. Ça veut dire déjà leur permettre de savoir quand ils sont en Guadeloupe qu'ils sont considérés à leur juste valeur. Et donc pour nous, voilà, c'est important. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été en direct dans cette émission. Merci. Juste avant de clore, eh bien, je voulais parler
de quelqu'un, vous avez vu ce qui a circulé un petit peu sur les réseaux sociaux, où on a beaucoup parlé de la mort de Camille Paulin. Je pense que vous avez eu l'occasion de voir ça. Camille Paulin, eh bien, vous savez que c'est quand même quelqu'un qui a marqué l'histoire du karaté guadeloupéen, du sport d'une manière générale, mais surtout le karaté. Il a eu l'occasion de mettre un petit peu en lumière, eh bien, ce sport qu'il aimait beaucoup, c'est le karaté, beaucoup de champions. On pense aussi à Nicole Sarkis, entre autres. Eh bien, c'est vrai, on a fait courir le bruit qu'il était mort, mais je l'ai eu aujourd'hui au téléphone, et puis Camille est bien vivant, et bien, il est là. Alors, je crois qu'il regarde en ce moment cette émission, Camille, et bien, Tchéberet, parce que nous savons qu'on sont beaucoup solides au fond de l'Oubitin pour le sport guadeloupéen. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir participé dans cette émission. Et puis, on va se retrouver très prochainement pour un nouveau C'est le foot, Steve, et bien, ici même sur le plateau de Canal 10. Bonne soirée à tous et à bientôt. Au revoir. Attention aussi.